Bon, les gars, c'est la dernière avant les vacances et comme tous les derniers jours avant les vacances, il n'y a plus aucune discipline, aucune autorité, il n'y a plus rien qui va. C'est l'heure de faire un grand goûter, c'est l'heure d'inviter les amis pour dire n'importe quoi et pour préparer les devoirs de vacances. Donc, je suis avec mes comparses du jour. D'abord, Moss Mayorum. Comment ça va, Moss? Eh ben écoute, ça va très bien. Il paraît que c'est le goûter. Donc moi, je suis venu. On m'a dit qu'il y avait des sodas sur la table, des jeux pour occuper les enfants. Tu vas chercher de la dopamine et des gâteaux sucrés. Et ben c'est très bien puisque nous sommes avec Martin de La Nuit sera mot. Comment ça va, Martin? Ça va très bien aussi. Je suis déçu de pas avoir le goûter, mais bon. Bah écoute, est-ce que t'as été un bon élève? C'est ça aussi la question. Parce que t'as pas mérité. Je suis le plus studieux des élèves. Ouais, c'est bien, c'est bien. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu pour nos auditeurs qui n'auraient pas la chance de te connaître encore? Bah ouais, avec plaisir. Alors moi, je m'appelle Martin, j'ai 29 ans, je suis suisse et j'ai monté il y a quelques années le compte Instagram La Nuit sera mot, qui est aussi une chaîne YouTube et un compte TikTok et au-delà. On va voir ce qu'elle a. Et un drive à emporter, voilà, il y a tout. Quoi. Exact, on fait aussi des muffins. Et l'idée, c'est d'avoir ce compte qui parle de littérature. Donc je parle de différents livres, que ce soit des classiques ou des contemporains, mais aussi de la poésie, du théâtre, plein de styles de livres différents. J'essaie aussi d'adresser d'autres styles plus visuels comme le manga, la bande dessinée. J'essaie vraiment d'ouvrir la lecture de plein de manières différentes, de manière à ce que les gens aient envie de découvrir des nouveaux titres ou de lire tout simplement. Ouais, et je crois que tu as sorti justement un bouquin qui va dans ce sens il y a pas longtemps. Absolument, absolument. C'était mai dernier. J'ai écrit, je sais pas si vous voyez les cahiers de vacances qu'on avait quand on était petit. Je sais pas si vous aviez ça, vos parents ils vous faisaient faire 2 exercices. C'est parfaitement dans le thème du jour, c'est génial. J'en ai eu, voilà. ouais. Exactement. Là, j'étais moins bon élève et du coup, tu devais faire 2 exercices avant d'aller jouer sur la plage. Et ben, figurez-vous qu'ils en font aussi pour adultes. Et donc, il y a des thèmes différents. Donc, tu pourras en avoir un sur l'espace, un sur la science, un sur le Tour de France même, j'ai vu. Et ils voulaient en faire un sur la littérature. Donc, c'est une commande et je me suis prêté au jeu. Donc, j'ai fait un cahier d'activités en 2 parties où tu as une première partie où c'est vraiment assez scolaire avec toutes les périodes de l'histoire, les différents mouvements littéraires. Et après, j'ai fait une 2e partie où là, c'est plus en rapport avec mes intérêts à moi. Et là, tu auras plus des doubles pages thématiques avec, par exemple, la littérature et la guerre, la littérature et l'amour, la littérature et la mort, etc., etc. Le but, c'est d'avoir vraiment un cahier qui soit ludique et qui te donne un peu des jeux à faire et aussi qui te donne plein de suggestions de lecture et qui te fait un peu réaliser, en fait, tout ce que tu n'as pas lu. Et voilà. Ah oui, et c'est vrai que je dois dire, parce que tu me l'as offert très gentiment, on s'est vu et tu me l'as passé, merci beaucoup, qu'il est vraiment... en fait, il y a pour tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il y a les premières questions, les trucs les plus simples sont vraiment simples. Et alors, rapidement, on atteint des trucs où il faut vraiment être un nerd pour poncer le... Ça a dû te prendre un temps pas possible, et ça reflète ta très grande culture, bien sûr, mais ça a dû te prendre un temps pas possible pour trouver certaines questions, parce que vraiment, il y a des trucs que je savais pas du tout. Je te rassure, moi non plus. C'est impressionnant. C'est aussi de la recherche. Il a construit une prison dont il ne peut pas s'échapper, c'est fascinant. Absolument. Faut pas croire que tout ce que tu vois dans le livre était dans ma tête. J'ai dû faire des recherches aussi. Ah bah ça m'étonne pas. Mais en tout cas, c'est vrai que ça va un peu partout, y compris dans, disons, les marges de la littérature, parce qu'effectivement, tu parles de manga. En fait, tu parles aussi bien des précieuses de l'époque de Cyrano que des mangas d'aujourd'hui ou du cinéma ou il y a toutes sortes de choses. C'est vraiment très très bien fait. Est-ce que tu as déjà un peu un recul sur la réception du bouquin et sur est-ce que les gens t'ont fait des retours? Est-ce que tu as eu des chiffres de vente un peu à partager ou pas encore? J'ai pas des chiffres de vente, mais j'ai eu pas mal de retours qualitatifs de plein de gens qui m'ont écrit sur les réseaux en me disant qu'ils l'avaient acheté ou reçu et on m'a dit que c'était dur. C'était dur. Ils m'ont dit purée, mais je sais rien quoi. Ah putain, ça y est. En fait, t'as frustré les gens. Ah zut. Exact. Mais c'est une bonne frustration parce qu'ils se disent je ne connais rien, mais je dois y remédier. Et du coup, ça a suscité plein de recherches à gauche, à droite, plein d'achats de livres. Et donc, je pense que le but est atteint. Ouais, c'est bien. C'est exactement ce dont on va un peu parler aujourd'hui parce qu'on va aussi parler de vulgarisation, de ton parcours et puis aussi de comment se mettre à la littérature et quel meilleur moment pour le faire que l'été, le moment où on a enfin un peu de temps, où on est enfin sur la plage. Moss, est-ce que tu es hypé par ce programme? Moi, je suis hypé surtout par notre invité et que je découvre un petit peu plus que toi visiblement puisque moi j'ai pas eu la chance de faire le cahier de vacances pour me préparer à la vidéo. Et tu n'es pas instagrammable, c'est-à-dire que tu n'es pas dans le game Instagram, voilà. Non mais moi je trouve ça super et ça me fait vraiment plaisir de découvrir des gens qui sont passionnés de lecture, qui proposaient un peu de marier aussi des cultures très différentes qui se parlent pas d'habitude. C'est vrai que les gens on va dire les nerds du monde de la littérature ont tendance à peut-être un peu mépriser
tout ce qui est BD, manga, roman graphique, tout ça, et vice versa en fait, parce que les gens du monde de la BD considèrent parfois que la littérature c'est un peu pompeux, un peu coincé. Et en tout cas, c'est super cool de vraiment proposer tout ça. Et j'ai vu un peu ton blog. Moi, franchement, j'aime bien ce que tu fais dans l'ensemble. Et je trouve ça super que tu sois avec nous pour parler un petit peu de lecture, de qu'est-ce qu'on peut lire de beau pendant cet été, et puis comment on peut améliorer notre culture générale, je pense, parce que ça peut faire partie des objectifs de l'été. Voilà. Merci. Écoute, c'est un super programme. Alors bien sûr, allez vous abonner à Martin, La Nuit sur Rameau, mais on est quand même obligé de dire un petit mot pour l'été. Faire ses devoirs, ça veut aussi dire lire du Roger Scruton, n'est-ce pas, Moss? Ça veut dire lire du Roger Scruton, mais ça, franchement, là, moi j'ai envie de donner un petit coup de pouce à la vidéo que je viens de sortir sur le manifeste du Parti communiste, qui est une sorte de debunk XXL en 1h40. Il y a 55 pages de script. C'est ça qui m'a fumé, c'est que tu as fait une vidéo dont le script est plus long que le bouquin que tu débunks. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu sais que je me suis fait la même remarque. De Brandolini. C'est incroyable. C'est qu'en fait, t'as le niveau de debunk est incroyable, et t'as des mecs en commentaire qui t'ont dit, quand on croit pouvoir débunker un livre en une vidéo YouTube, c'est qu'on n'a rien compris. Mais en fait, la vidéo YouTube, faut voir la taille de la vidéo YouTube par rapport à la taille du bouquin. Tu vois, je pense que même j'aurais pu lire l'intégralité du bouquin dans moins de temps que ça, en fait. Tellement la vidéo est longue. Au passage, ce qui est génial, alors j'ai un peu tous les commentaires. Les meilleurs commentaires, je les ai reçus par mail. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui m'ont écrit des trucs de genre 2 pages à 4 pour m'expliquer dans le détail qu'ils avaient trouvé qu'il y avait des endroits où j'avais été peut-être un peu léger, d'autres où j'avais été un peu fort, et que en fait c'était nuancé, mais dans l'ensemble ils avaient trouvé ça sympa. Et les pires, c'est ceux sur YouTube, parce que là vraiment j'ai des gars qui globalement, pour certains, font pas vraiment de différence entre des mots qui sont pourtant très très différents. Genre j'ai quand même un gars qui m'a parlé de propreté d'usage et de propreté lucrative. Mais je pense que c'est un clavier qui corrige automatiquement ça, frérot. Écoute, je sais pas, ça fait beaucoup de propreté d'un coup en fait, si tu veux. Genre ça serait arrivé une fois, j'aurais dit ouais, non, forcément. Mais là, dans le même commentaire, le mec me parle 4 fois de ça, et j'étais en mode qu'est-ce que c'est que ce truc. J'ai des gars qui sont venus soi-disant m'humilier sur. Encore un qui aurait mieux fait de dire un cahier de vacances sur l'histoire. Pour se préparer un peu. Il y a des espèces de retournements de définition, mais c'est un truc de malade mental. J'ai un gars qui est venu m'expliquer que en gros, toute société qui n'était pas organisée comme lui il voudrait, c'est-à-dire avec une bourgeoisie et un prolétariat, était une société préhistorique. Alors j'étais en mode qu'est-ce qui se passe, la moitié de l'Inde est devenue préhistorique. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est glissant par extension. Non, mais ça n'a aucun sens. Bon, en tout cas, c'est super. Enfin, il y a de la matière, c'est vraiment riche. Même si soit vous pensez avoir déjà lu le bouquin et vous avez peut-être pas tout saisi. Franchement, je pense que vous apprendrez des choses, parce qu'on commente aussi toutes les différentes préfaces, etc. Si vous l'avez pas lu, ça peut être un super moyen de comparer entre ce que vous aurez compris en le lisant et peut-être avec un peu plus de recul contextuel, historique, etc. En tout cas, allez-y, parce que vraiment cette vidéo m'a demandé énormément d'efforts, donc ça mérite que vous la récompensiez avec une petite vue, et je pense que vous apprendrez quelques bricoles au passage. Voilà. Ouais. En plus, c'est une vidéo qui est longue, mais ça s'écoute en plusieurs fois. Moi-même, j'ai pas encore fini de l'écouter là, à l'heure où on enregistre ce podcast. Donc, en fait, ça peut être un truc que tu fais pendant l'été. C'est un peu un truc au long cours, tu vois. Tu t'en fais un petit 10 minutes par jour, tu vois, et tes 2 semaines de vacances passent comme ça, en un claquement de doigts. Écoute, sinon, quand les gens en auront marre de parler du marxisme et de se prendre des grosses branlées avec des cahiers de vacances, ils peuvent aller sur le catalogue de la Giberne et se prendre quelques bons bouquins. Voilà, prenez-vous de l'Hydre, prenez-vous du Rolf, prenez-vous du Pays réel, prenez-vous des trucs qui vous détendent et qui vous font envie, parce que c'est ça aussi peut-être dont on va parler aujourd'hui, c'est l'importance de se faire plaisir dans ces lectures, notamment quand on est en vacances et qu'on a envie de se cultiver un peu, ou de se reconnecter à des choses auxquelles on n'a pas forcément le temps tout au long de l'année d'accorder de l'importance, ou toute l'importance qu'elles méritent en tout cas. Voilà. Donc voilà, 3W la Giberne, vous connaissez, vous savez ce qu'il en est. Préparez-vous, parce que à la rentrée, on va faire une pause estivale là, et à la rentrée, on aura des nouveautés qui vont arriver, et pas qu'un peu, des trucs vraiment impressionnants. Moi-même, je suis assez choc-barre de BZ par ce qui arrive. Donc voilà, mettez-vous à jour, et puis une fois que c'est bon, générique.
Eh ben écoute, Martin, peut-être que pour commencer cet épisode, ça pourrait être pas mal que tu nous parles un peu de ta démarche sur Instagram. Qu'est-ce qui t'a emmené à créer ton compte et qu'est-ce qui t'a amené à rencontrer le succès selon toi? Quels sont les éléments déterminants? Qu'est-ce qui a résonné et qui a plu aux gens? Alors ça s'est fait à travers les deux étapes que tu viens de mentionner. Donc d'abord, qu'est-ce qui m'a poussé à vouloir rentrer sur le compte ou créer ce compte? D'abord, c'était un intérêt qui était tout à fait personnel et même égoïste. C'est-à-dire que j'étais en école de commerce, en master plus précisément, et c'était un master qui était en allemand en plus. Donc j'avais pas beaucoup de monde, non seulement qui lisait des livres, mais qui parlait français. Donc en fait, ça limite les chances de parler de Zola. Et donc je me suis rendu compte qu'il y avait quelques personnes qui mettaient leurs avis, notamment sur Instagram, sur différents livres, avec plusieurs niches différentes en fonction des intérêts des personnes. Et j'ai commencé un peu à suivre ça, parce que jusqu'alors, ce que je faisais, c'est que je lisais des livres dans mon salon tout seul, mais j'avais pas forcément grand monde qui en parlait. Et je me suis dit un jour, écoute, moi aussi je vais faire mes trucs, je vais aussi faire mes photos. À l'époque, c'était que des photos, il n'y avait même pas la vidéo sur Insta. Oh mon Dieu, à l'ancienne, mais on parle de quelle année là? 2019. C'est quoi, c'est 2020? 2019, j'allais dire 2020, mais ouais, ok. Ouais. Okay. Avant là, le Covid. l'ancien, frérot. Ouais, l'ancien, ça ne rajeunit pas. Le monde d'avant, le monde où il n'y avait pas de télétravail, quoi. Exactement. Ah ouais, là non, il n'y avait pas de Covid, on savait parce que c'était une pandémie. On avait oublié en tout cas. Et ouais, en fait, j'ai commencé à mettre mes propres avis et en fait, pendant très longtemps, ça n'a pas vraiment beaucoup monté. Hein. J'avais vraiment une centaine d'abonnés, dont ma maman, quoi. Donc c'était vraiment très très limité. On lui passe le bonjour. Oh, merci, bonjour maman. Et une de mes fidèles premières abonnées. Et après, j'ai commencé de fil en aiguille un peu à monter, mais c'est vrai que ça a pris pas mal de temps finalement parce que à l'époque avec la photo c'était très difficile et sur Instagram il n'y avait pas encore un algorithme qui permettait de monter très rapidement avec une publication comme c'est le cas aujourd'hui. C'était vraiment plus tu passais du temps, plus t'étais ancien, plus t'étais vu, plus t'étais mis en avant. Enfin c'était vraiment très dur de percer en tant que nouveau compte, en tout cas dans mon expérience et dans celle de pas mal d'autres personnes. Et arrive un moment assez fatidique où là je crois que j'avais peiné à monter à 10 000 abonnés en 3-4 ans. C'est déjà pas mal, Moi j'ai 10 000 abonnés sur Insta à ce jour, donc tu vois, c'est... Mais j'étais très fier, hein. J'étais très fier du taf, tu vois, c'était vraiment, je postais tous les jours, j'ai beaucoup lu et tout, et je pense que rien que faire ce compte, ça m'a mis dans des bonnes habitudes de lecture parce que je me disais que je devais lire ce livre pour ce moment-là, que j'avais une chronique à faire pour mardi et tout. Donc même moi, ça m'a mis. En plus, c'est un truc que j'ai remarqué aussi chez toi, mais c'est que t'as vraiment des goûts de lecture très éclectiques. Enfin, tu lis vraiment des trucs dans toutes les directions et ça, c'est vraiment impressionnant. Enfin, ça entretient une bonne ouverture d'esprit et je trouve que c'est vraiment une de tes qualités. Et je pense que ça a été très formateur de devoir publier très régulièrement comme ça sur un réseau aussi rapide où tout se périme très vite qu'est Instagram. Ouais. Je pense que c'est la répétition qui fait que tu deviens meilleur, quoi. Faut vraiment faire 50 vidéos nulles pour en faire une qui est pas mal, quoi. Et je pense que pareil pour les chroniques, pareil pour tout finalement. Et donc là, j'arrive à ces 10 000 abonnés et j'en peux plus parce qu'avec le travail, je bosse en finance à côté, j'ai un travail qui est assez prenant et je me dis bon, est-ce que je vais commencer à flancher, quoi. Parce qu'en fait, je me levais à 6h du mat, je lisais jusqu'à 8h, après j'allais au bureau, je revenais à 19-20h, après je rebossais encore un peu le soir, je passais sur le Batman. Le Batman, le mec il a deux vies en même temps, quoi. Putain, incroyable. Et le week-end, j'ai passé pas mal de temps aussi. En ce faisant, j'ai toujours été un mec qui aimait sortir, boire des bières, voir mes potes et tout, donc ça faisait que je commençais à sacrifier le sommeil de manière assez conséquente. Et là, je me dis, bon, c'est soit je fais en sorte que ce compte il blow up vraiment et pète et qu'on arrive à le monter, soit j'arrête parce que là, ça devient intenable. Et j'arrive au bon moment, pile au moment où TikTok commence à voler toutes les parts de marché à Instagram. Instagram se dit, mince, là on n'est plus attractif, faut qu'on offre de la vidéo aussi, il faut qu'on l'offre de manière verticale comme TikTok. Donc Instagram lance les Reels, en tout cas elle commence à les mettre bien en avant. Et ça commence à être, si tu payes des Reels, forcément tu vas être mis en avant parce qu'en fait ils ont juste pas assez de créateurs de Reels. Donc forcément ils vont... Oui, t'as un effet d'opportunité en fait. Exactement, ils veulent vraiment récompenser les personnes qui vont utiliser cette nouvelle fonctionnalité. Et ils vont les récompenser en leur donnant plein de vues. Et là en fait, ce que je remarque, c'est que pour avoir un bon Reel, il faut quelque chose que les gens aient envie de sauvegarder. Il faut que ça soit assez court pour qu'il soit regardé en entier. Et faut que ça soit sympa, ludique. Voilà, pas trop prise de tête, assez d'informations, mais pas trop. Et donc j'analyse un peu ça, je fais quelques essais, je fais quelques vidéos bien nulles, très honteuses, que j'ai laissées sur le compte pour les regarder. Mais du coup, t'avais une stratégie dès le début. C'est-à-dire que avant même, t'as pas genre pris ta caméra et après t'as affiné. T'es arrivé avec directement un plan de bataille directement dès le début. Il a fait une école de commerce. Le mec, il est arrivé. Mais je suis impressionnant. Il a fait un business plan sur 5 ans, tu vois. Il est arrivé, il avait tout cadré, il avait analysé le market et tout. Si vous saviez, les gars. Non, mais c'est un Suisse. N'oublions jamais que c'est un Suisse, si tu veux, le dernier pays d'Europe avec une économie correcte.
tu vois. C'est terrible. Si vous saviez, les gars, c'est beaucoup plus le bordel dans ma tête qu'on ne pense. Mais non, là, pour le coup, j'ai vraiment fait quelques vidéos bien nulles et après, je me suis dit, bon, alors, on va trouver le bon format. Et en fait, le bon format, c'était tout bête à l'époque, hein, mais c'était vraiment genre 5 vidéos sur un thème. Donc en fait, je vais te donner, par exemple, 5 livres à lire en un après-midi, parce que je me dis, voilà, c'est attirant, c'est sympa, les gens, ils sont chauds de pouvoir lire un livre en un après-midi. Donc voilà, je te pose 5 livres comme ça, sans explication. Juste, ok, tu pourrais lire La femme des animaux, tu pourrais lire tel livre, tel livre, tel livre. Et en fait, ce qui fait que c'est intéressant, c'est que les personnes qui ont lu les livres, ils vont peut-être réagir en commentaire. Les personnes, elles vont sûrement regarder la suite parce qu'ils ont envie ils ont envie de connaître les 5. Et comme c'est impossible de retenir 5 livres comme ça, ou pour la plupart des gens, surtout quand tu scrolles, tu veux les sauvegarder. Donc en fait, la vidéo, elle est likée, sauvegardée, commentée et regardée jusqu'à la fin. Donc en ce sens, t'as gagné. Deuxième ingrédient du succès, qui est beaucoup plus circonstanciel, c'est que quand t'es dans la niche de la littérature, les personnes qui sont dedans sont pas hyper tech, tu vois. C'est pas les premiers qui vont sauter sur la vidéo, c'est pas les premiers qui vont faire des analyses comme ça. Et donc en fait, pendant 6 mois, quasiment, j'étais tout seul à faire des vidéos sur les livres. Parce que dans la niche de la littérature, les gens font pas de livres, tu vois. Enfin, font pas de vidéos. T'as eu le temps de creuser l'écart, mais comme un fou furieux, en fait, par rapport à tous les gens qui sont arrivés. J'ai eu le temps de faire le premier gros pas, quoi. Et en fait, de cette manière, au début, je comprenais pas que ma croissance, mais en fait, tu sais, je passe de 10 000 à 20 000, et puis après, en une semaine, je fais 20 000, 40 000, et après... Ah ouais, incroyable. Ah ouais. Oh, la remontada. C'est la semaine dont tu vas te souvenir toute ta vie, en fait, ça, c'est terrible. En plus, j'étais à l'armée, donc c'est encore obligatoire en Suisse, et c'était une période où j'ai pas checké mon téléphone, tu vois. Et je vois le compte passer de 20 000 à 40 000, j'étais là, voilà, je me suis fait hacker, c'est fini, quoi. Le type, il arrive, il voit 4000 notifs en absence. Oui, c'est ça. Exact. En fait, est-ce que rien que recevoir les notifs, ça a vidé la moitié de ta batterie de téléphone, tu vois? Parce que t'as des mecs, tu sais, que quand ils ont des gros comptes, ils doivent bloquer les notifs parce que sinon, rien que le fait de recevoir la notif, ça vide la batterie de leur téléphone, tu vois. J'ai coupé les notifs, moi, depuis longtemps. Ah ouais, c'est vrai. Pas à cause de ça, pas parce que mais c'est juste que ça me déconcentre quand je travaille. Mais non, et en fait, ça a monté comme ça. Et en fait, dès la fin de l'année, ou un peu avant la fin de l'année, j'avais déjà 100 000 abonnés. Et après, je comprenais pas pourquoi, mais c'est parce qu'en fait, t'avais des vidéos comme ça qui avaient bien marché. Comme j'étais le seul à faire des vidéos sur les livres, t'as des vidéos qui ont fait 2 millions de vues. Et forcément, si tu dis que 1% des gens s'abonnent, ça fait 20 000 abonnés d'un coup, et bam, en fait, c'est plié, tu vois. Et du coup, en fait, ce format, je l'ai fait et refait. Je l'ai recraché à toutes les sauces j'en faisais 2 par semaine pendant une année. J'ai fait une centaine de vidéos comme ça. Voilà. Puis c'était plié pour la première croissance, quoi. Ah, ça c'était fou. Et ça t'a emmené jusqu'à combien, ça? 100 000, 200 000? 100 000 et quelques. Ouais, 100 000 et quelques. Et du coup, après, tout le reste, parce que t'es quand même à peu près 300 000, là, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que, en gros, tout le reste, après, c'est quand même venu sur le temps plus long, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que la croissance sur Instagram, aujourd'hui, c'est plus trop possible, ou en tout cas, c'est beaucoup plus difficile. Quel regard tu portes par rapport à ça, toi? Complètement faux. T'es pas du tout complètement faux. Vas-y, argumente. Mais absolument Défonce ces gens. T'as qu'à voir les gens. Il y a des gens qui pètent tous les mois là. J'ai vu plein de créatrices récemment là. Enfin, je dis c'est des filles parce que c'est les exemples que j'ai en tête, mais là j'en ai une par exemple qui s'appelle Candice Lefebvre qui fait des vidéos sur l'art, tout simple, très sympa et tout. Elle a pris 35 000 abonnés en 2 mois. Elle a ouvert son. Et donc c'est tout à fait possible. Je pense qu'il faut juste. En fait, c'est facile de se dire c'est l'algorithme, c'est pas juste, machin, parce que je pense qu'il y a une frustration aussi. Tu mets du travail dans ta vidéo, elle est pas vue autant que tu voudrais ou autant que tu penses que ton travail mériterait, et c'est frustrant. Mais au final, en fait, c'est comme sur toutes les plateformes, ça obéit à des algorithmes, et faut satisfaire ces algorithmes. Mais ces algorithmes, au final, ils suivent des logiques humaines. C'est-à-dire qu'il faut que les personnes ils soient captivées par la vidéo, faut qu'ils aient envie de la regarder en entier, parce qu'en fait, le plus de temps tu passes sur la plateforme, le plus de pubs ils peuvent te montrer la plateforme. Donc en fait, tu dois captiver l'attention. Et en fait, je pense que si tu fais des vidéos aujourd'hui, tu peux faire une vidéo, ta première vidéo, elle peut péter, parce que maintenant, ils ont copié l'algorithme de TikTok. C'est-à-dire qu'une vidéo qui est regardée encore, et que si les stats sont bonnes, elle va être montrée de manière continuelle et tu vas avoir des abonnés. Après, tu peux aussi avoir... Mais toi, t'as pas vu justement un tassement dans ta croissance, ou tu dirais non, ça continue de façon régulière, j'ai des bonnes perspectives? C'est par palier. Je pense que j'ai pas perdu d'abonnés depuis que j'ai commencé, mais des fois, ça peut m'arriver de pas en gagner pendant un petit moment. Ouais. D'accord. Jusqu'à ce que tu retrouves une nouvelle recette. En fait, t'en gagnes toujours continuellement, mais t'en perds autant, tu vois, parce qu'il y a des gens qui suppriment Instagram, t'as des gens qui arrêtent de te suivre, t'as des gens qui ont envie de cleaner leur followership, t'as des gens que t'as saoulé au final, parce que des fois les gars ils te voient depuis 1 an, ils sont là, bon en fait je flemme de voir ce gars, forcément. Il fait chier, il a lu trop de bouquins et moi je sais toujours pas lire, quoi, putain. Soit ou même tu vois, des fois moi je regarde un créateur aussi, puis au bout d'1 an avoir une vidéo par semaine, mais en fait il
finit par m'agacer, puis en fait je unfollow, tu vois. C'est pas forcément parce que son travail est devenu moins bon, mais c'est juste parce que moi ça m'intéresse plus à ce moment-là. Ouais. Et je pense qu'il faut des fois un peu réfléchir à ton comportement de consommateur pour comprendre ceux qui te consomment toi. Et au final, voilà. Donc t'as toujours des gens qui vont te unfollow, mais t'en as toujours. Enfin, l'idée c'est d'avoir juste un delta qui fait en sorte que t'as plus de gens qui te suivent que des gens qui te. Oui, bien sûr. Moi, ce que je trouve intéressant dans ton c'est- histoire aussi, c'est que quelque part, tu as réussi à percer dans une niche où tu pourrais t'attendre à ce que tu aies pas mal de gens qui disent non, mais moi je suis un lecteur, je suis pas là pour regarder Insta. Tu vois, tu pourrais avoir aussi des comportements un petit peu où socialement, c'est pas les mêmes personnes qui vont être sur Insta et qui vont lire, et où tu pourrais te retrouver à proposer un contenu qui est pas adapté. Je te dis ça parce que nous, on s'était posé la question typiquement de faire un peu notre pub, notamment sur TikTok. À un moment, on s'était posé la question, et en fait, on s'était rendu compte que la pire idée du monde. TikTok et des bouquins de philo, c'était pas trop compatible en fait. Enfin, genre, ça marche pas, en gros. Ça peut être très drôle au 27e degré, t'as mais. pas trouvé la formule. Qui sait C'est vrai. T'as déjà vu les commentaires sur TikTok? Franchement, mec, tu regardes les commentaires sur TikTok, personne sait écrire un mot sans une faute d'orthographe, et j'exagère même pas. C'est vraiment, c'est un niveau d'analphabétisme qui est terrible aujourd'hui. Et c'est le réseau en plus des super jeunes et tout, donc des âges où franchement t'as pas la maîtrise de la philo. C'est super compliqué d'amener un sujet pareil dessus, tu vois. Surtout tu vois, alors qu'Instagram, il y a encore le côté un peu de ces magazines de mode, un peu esthète, qui fait que ça peut matcher avec. Et avec puis ça, je pense en fait que c'est pas une distraction que beaucoup de gens ont, même des gens qui sont en fait pas spécialement disposés à perdre leur temps ou quoi, ils vont quand même avoir un Instagram, qui vont scroller une fois de temps en temps quand ils sont dans le métro. Et alors que TikTok, typiquement, moi j'ai l'impression que c'est quand même très orienté, effectivement, très jeune, et des gens qui sont pas disposés à faire des efforts en général en fait, parce que globalement, si t'es prêt à niveau zéro de l'effort, regarder 1 million de vidéos sur TikTok en scrollant, c'est que t'es pas prêt à lire un bouquin en étant vraiment en te posant en question sur chaque mot. Est-ce que ça t'est bien traduit? Est-ce que ça a le sens que tu penses? Enfin, tous ces trucs-là. Enfin, bon, je sais. Mais j'ai trouvé ça intéressant en fait. Et du coup, je suis curieux d'avoir ton point de vue là-dessus en fait. Comment tu fais pour concilier quelque part le côté exigeant et discipline que tu dois avoir au niveau de la lecture et le public qui peut y avoir sur Instagram? Est-ce que c'est vraiment compatible? Est-ce qu'il y a des limites entre les deux ou... Je pense qu'aussi, une des choses que j'ai peut-être oublié de mentionner, c'est que quand j'ai commencé à faire cette croissance grâce à ces vidéos top 5 là, je m'adressais en fait justement plus... Enfin, avant ça, je m'adressais vraiment au lecteur qui connaît bien, tu vois. Je prends Léon l'Africain d'Amin Malouf, je vais le lire, je vais l'analyser, ça va être une analyse écrite, ça va être un peu plus poussé, et en fait, ça va être intéressant pour le gars qui connaît déjà Amin Malouf, qui a peut-être lu le livre, ou qui est peut-être intéressé par ce genre de livre. Quand tu fais un top 5, comme j'ai fait il y a quelques années de ça, tu t'adresses non plus forcément à la personne qui est déjà littéraire, mais à la personne qui se dit qu'il aimerait peut-être lire plus, ou qui lit pas encore et qui dit que ça serait intéressant, tu vois, parce que tu t'adresses déjà à ce profil qui est débutant. Et je pense que c'est ça aussi le secret du compte, c'est que je m'adresse pas qu'au littéraire qui est vraiment hyper calé dans son sujet, mais aussi à toutes ces personnes qui lisent un livre de temps en temps, voire pas de livre, et qui aimeraient lire plus. Preuve en est, tu vois, 300 000 personnes, je pense pas qu'on a 300 000 solides lecteurs en France. Quand je dis solides lecteurs, tu vois, le gars qui lit 50 livres par année. On en a même pas un dizième. Ouais, on en a même pas un dixième, hein, c'est clair et net que c'est beaucoup plus limité, ouais. Mais quelque part, toi, du coup, voilà. tu adoptes une position qui est le grand frère qui va passer, on va dire, des bons conseils, des tuyaux à un lecteur que t'accompagnes en le prenant par la main sur le chemin de tiens, je vais t'aider à accomplir tes rêves. En fait, tu leur vends un peu aussi un lifestyle de écoutez, moi je suis cultivé et en fait, à côté de ça, j'arrive à avoir une vie sympa et ça me permet de mieux comprendre le monde, de mieux apprécier mes émotions, enfin des choses comme ça. C'est un peu ça l'idée, non? C'est intéressant comme idée, mais je pense pas que je suis encore en train de vendre la vie stylée, même si c'est un projet de montrer aussi un peu plus les autours du métier, tu vois, les événements auxquels il y a plein de choses dont je parle pas en fait. Ouais, le fait d'écrire tu fais quand même des trucs stylés. Tu postais aussi quand même des images de toi au festival d'Avignon. T'avais fait des trucs un peu en mode voyage, un peu je vais en Bourgogne, je vais dans des restos, je vais dans des librairies. Yes. Enfin, il y a quand même eu des trucs stylés quand même. Faut quand même le dire. Il y a eu un lifestyle un peu quand même. J'ai fait des incursions lifestyle, mais en fait c'est plus suite à une demande en fait enfin il y a des suggestions de mes amis et puis il y a des demandes des abonnés qui me disent mais en fait c'est cool, t'es un lecteur et tout, mais en fait les gens ils ont aussi de savoir en fait qui t'es autour, parce que c'est déjà les gens ils ont un peu cet intérêt de savoir en fait qui est cette personne qui me recommande des livres, et en fait c'était pas quelque chose qui me venait naturellement, ça, de montrer voilà, je vais au resto, de montrer je bois des bières, de montrer je vais au cinéma et tout, parce que je me suis dit les gens ils s'en foutent de ça en fait, c'est pas intéressant, ils veulent avoir des recommandations de livres, mais en fait les gens sont aussi intéressés par avoir un peu plus d'aspect
de ta personnalité en fait. Donc ça c'est un peu un effort conscient que j'essaie de faire avec parcimonie, mais voilà, j'essaie de penser à le faire de temps en temps. Et mais pour répondre à ta question, ouais, j'essaie de vendre un peu. Je sais pas si je vends le lifestyle du mec qui arrive à concilier culture et coolness entre guillemets, mais j'essaie de vendre en tout cas les bienfaits de la lecture et le lifestyle du mec qui lit, en tout cas, ça c'est sûr, de la personne qui lit, tu vois, le fait de découvrir des nouvelles histoires, découvrir de nouvelles idées, du fait que ça peut te mener plus loin que là où t'es maintenant. Ça c'est clairement des choses que j'essaie de mettre en avant. Ouais. Et par rapport à ton taf, du coup, c'est devenu quoi en fait? T'as fini par quitter ton boulot et être à temps plein sur le côté lecture, ou tu fais un moite-moite, t'as un temps partiel? Comment t'as géré cette... Parce qu'on était coincé dans un problème narratif là. Il y avait une grosse tension narrative. Tu étais en train de grignoter les dernières minutes de ton sommeil et là je sais pas qu'est-ce qui s'est passé là. Tu vois moi je veux savoir la suite. Alors, après une bonne nuit de sommeil, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu mon premier partenariat. Donc là, j'ai fait de 10 000 à 100 000 sur l'année 2022, sauf erreur. 2021 ou 2022, je me souviens plus. Une année, je monte comme ça en abonnés. Et en fait, début de l'année, quand j'arrive après à 100, 120 000 abonnés, on me propose mon premier partenariat rémunéré. Et là, c'était un truc que j'ai pas fait souvent d'ailleurs. C'était, il y avait le Salon du Livre à Genève. Et chaque année, il y a un invité. Et là, c'était la Belgique. Donc là, j'ai la mission de la Belgique qui me dit, voilà, on sera les invités. On a vu que tu étais à Genève. Est-ce que tu pourrais faire quelques contenus autour de la littérature belge? Je me dis super, je connais pas du tout la littérature belge, ce sera l'occasion un peu de découvrir à la fois leurs classiques et puis leurs contemporains, et voilà, faire quelques vidéos autour de ça. Et aussi un petit interview avec un auteur, je devais aussi intervenir sur le salon, enfin plein de petites choses. Et au final, j'ai ce partenariat qui est rémunéré, je sais pas du tout comment mettre un prix dessus. Je mets un prix, et là en fait, en une semaine, je fais les 3/4 de mon salaire que j'avais en finance. Ah ouais? Ouais. Et là je me dis, mais en fait, je suis con. Genre pourquoi est-ce que je fais pas ça full time alors que ça m'embête comme pas possible mon truc de finance. J'ai pas le temps de développer ce métier-là de blogueur littéraire à côté. Et là je me dis, je me fais un petit luxe, je m'offre 1 an pour me mettre à fond dessus et voir ce que ça fait. Que j'ai un petit peu d'argent de côté, j'arriverai à vivre un petit peu. J'ai pas d'enfant, au pire si je mange des pâtes, c'est pour moi. Je fais du mal à personne en essayant, tu vois. Et je me suis lancé comme ça et au début, ça péclotait, j'avais pas forcément beaucoup de contacts. J'étais aussi dans un environnement où les gens n'étaient pas encore tout à fait prêts à payer des créateurs de contenu ou ce qu'ils appellent avec plus de mépris les influenceurs. Ouais, parce que c'était le début. En fait, on était aussi carrément le là, début. Du coup, c'est 2022-2023. Déjà, en fait, tu sais, sur YouTube, ça a commencé à bien s'imposer les partenariats, mais c'était quand même limité à quelques marques qui revenaient tout le temps, hein, des VPN, des trucs comme ça. Ouais. Et puis sur Insta, j'ai l'impression, je crois même pas qu'à l'époque j'étais trop sur Insta, moi, mais j'avais vraiment l'impression que c'était quand j'ai commencé à y aller, que c'était vraiment résiduel, quoi, qu'il y avait encore peu de marques ou peu de structures. Et en fait, toi, assez vite, t'as quand même réussi à accaparer un peu l'attention de ces partenaires. Petit à petit, de fil en aiguille. Et là, j'ai dû commencer justement, en fait, j'ai commencé à vraiment écrire aux gens, en fait, tu vois, à slider dans les DM, comme on dit, hein, des différentes maisons d'édition. Tu regardes, tu parles, tu regardes qui fait du digital. Il dit qu'il défend la littérature, mais il fait que des anglicismes. Hein, attention, hein, vraiment, c'est plus que c'était bon à tirer, hein, vraiment. Je sors de la finance, je fais de mon mieux. Déjà, j'essaie de masquer. Il est en train de se soigner. Il se soigne tous les jours. En plus, je suis suisse, donc c'est terrible chez nous. Hein. Que disais-je? Ah oui, donc je commence à parler un peu aux différentes maisons d'édition. J'essaie de regarder un peu, voilà, qu'est-ce qui se passe, comment, est-ce qu'ils ont des projets digitaux en cours, est-ce qu'ils travaillent déjà avec des influenceurs, est-ce qu'ils produisent leur propre contenu, quel niveau de leur contenu. Je commence à me faire des petits Excel un peu, je regarde. Et voilà, de fil en aiguille, je commence à signer quelques partenariats à gauche, à droite avec différentes maisons. Et ça arrive après aussi au même moment où je me dis, bon là, faut que je commence à incarner aussi mon compte, parce que jusqu'à là, mon visage n'était pas là. On savait pas si j'étais blond, brun, si j'étais un garçon ou une fille, enfin il y avait quel âge j'avais, enfin, c'était encore très anonyme. Et là, j'ai commencé à faire des formats où je commence à parler à la caméra là. Donc comme quand tu pourrais voir, comme on pouvait déjà voir dans d'autres niches, des gars qui font du jeu vidéo, des gars qui font des critiques de films, plein d'autres niches différentes, ou des youtubeurs, voilà, tout ce qu'il y a de plus classique, quoi. Je commence à me mettre devant une caméra et parler, à m'enregistrer en parlant d'un livre spécifique, parce que c'était selon moi le meilleur moyen de parler d'un livre spécifique en vidéo. Parce qu'une fois que, si t'es juste avec ta caméra et que tu vois que le livre, au final, tu peux le prendre dans tous les angles, tu vas vite sécher. T'as vite fait le tour. Ça va parler l'épipède en papier, c'est quand même un peu limité. Exactement. Ouais. Et du coup, ça a eu un impact sur tes vues et sur ta croissance, le fait de montrer ta tête, ou pas du tout?
Je pense pas que j'ai pas vu un avant ou un après. En tout cas, je pense que la croissance, elle a continué. Les vues, elles ont continué à monter de manière croissante. Après, non, les vues ont quand même descendu en moyenne parce que au fur et à mesure que le temps passait, plus en plus de personnes se sont mis à faire des vidéos sur le thème des livres. Et donc forcément, la concurrence augmente et voilà, les gens te piquent tes idées aussi. Par exemple, les 5 livres sur un thème. T'inquiète pas que tout le monde l'a fait, hein, celui-là aussi. Et en fait, une idée qui était originale ne l'est plus d'un coup et c'est à toi de te renouveler. Mais ça, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est que sur YouTube, il y a pas mal d'idées qui se font piquer ou des concepts. Il y a des youtubeurs français qui traduisent les youtubeurs anglais, par exemple, ce genre de choses. Mais fondamentalement, le temps de production reste quand même un minimum long. C'est-à-dire qu'il se passe souvent plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années avant que quelque chose apparaisse. Alors que sur Insta, moi, ça m'est déjà arrivé parce que j'ai un ou deux réels qui ont tapé des gros scores sur Insta, notamment un qui a 800 000. J'ai vu quelqu'un, une grande boîte française, qui a pignon sur rue, qui a fait exactement le même réel. Mais quand je te dis exactement le même, c'est qu'ils ont vraiment pas changé. C'est à peine s'ils n'ont pas copié-collé la vidéo, tu vois. Est-ce qu'il y avait encore le logo de la JPERN en bas? Non, il y avait pas. Et de toute façon, c'était pas une vidéo de la JPERN, c'est vraiment une vidéo du SAR qui était basée sur une intervention de Marguerite Yourcenar. Et en fait, j'avais envoyé un petit message un peu taquin à cette marque en message privé pour leur dire excusez-moi, vous aurez quand même pu, voilà quoi. J'aurais dit de façon un peu taquine, il est vrai, mais étrangement, j'ai jamais eu de réponse. Ça c'est très très étrange, voilà. Ouais, ils ont honte, c'est normal. Oh, bizarre. Après, je pense que c'est pas forcément un problème de copier ou de s'inspirer, je pense, parce que si une idée est bonne, elle va forcément remarcher. Il y a même des comptes qui republient leurs propres vidéos ou qui refont leur concept encore et encore. J'en suis coupable aussi des fois. Et je pense que là où c'est ok, je trouve justement, c'est quand tu vas choper dans d'autres niches. Par exemple, soit c'est un format qui est similaire, mais sur un sujet différent, ou alors une autre langue. Tu vois, par exemple, si tu vas choper chez les anglo-saxons, chez les allemands et tout, tu pars du principe que ton audience, elle regarde pas ses créateurs, tu vois. Donc je pense que tu t'adresses pas aux mêmes marques, tu t'adresses pas aux mêmes clients, donc ça va, je trouve. C'est moins un problème. Là où je trouve que c'est un peu moins fin, c'est que si c'est un blogueur littéraire qui chope une idée à un autre blogueur littéraire, sachant qu'ils ont des crossovers de fou dans leur audience et dans leurs clients, ça se voit tout de suite et là tu passes vraiment pour un con pour le coup. Et c'est beaucoup moins fin. Après comment dire, j'ai l'impression que il y a une espèce de, parce que tu sais sur YouTube il y a une ambiance de clash entre les youtubeurs souvent. Soit c'est des potes, soit ils se clashent. Et sur Insta c'est beaucoup plus feutré, c'est-à-dire que les gens se piquent des idées, ils peuvent pas forcément se saquer, ils se font des coups de bâtard dans le dos, mais en fait il y a pas de, ils font pas des vidéos pour s'insulter mutuellement. En tout cas c'est pas l'image que ça me donne dans le domaine des livres. Est-ce que tu confirmes? Ouais, je confirme. Après, quand t'as les backstage, clairement, tu vois que c'est la guerre. Mais, ça m'étonne pas une seconde. C'est clairement la guerre derrière, mais c'est vrai qu'on fait pas des attaques directes, non. Est-ce que ça a un lien avec la féminisation de l'audience, peut-être, sur Instagram par rapport à YouTube? Ah oui, c'est une bonne question. Est-ce que c'est plus féminin sur Insta que sur YouTube? Ça, c'est une question que je me suis ça l'est. Statistiquement, je crois que ça l'est. Mais est-ce que c'est parce que c'est plus féminin que c'est plus feutré, les attaques? Est-ce que les mecs aiment bien en gros, le clash et les nanas préfèrent plutôt le côté un peu tu nous emmènes dans des sujets faussement sympa, tu sais, genre où tout le monde va se faire semblant de se faire des bisous et tout. Ouais, c'est glissant comme sujet. Je sais pas, je pense pas que les filles sont le mec a la flemme de se faire cancel en fait, si tu veux là. Est-ce que tu peux le laisser vivre un peu, s'il te plaît? Non, mais je pense pas que les filles sont plus gentilles que les garçons, hein, finalement. Je pense qu'on a tous autant les mecs que les filles, que n'importe qui a la capacité d'être méchant et d'être jaloux surtout. Je confirme parce que tu sais, j'avais fait une vidéo sur le médiocre et fangeux David Funkinos sur ma chaîne, et j'avais été taquin au point d'appeler la vidéo parce qu'en fait je me disais bon Funkinos c'est nul, mais on va analyser le phénomène sociétal Funkinos, et du coup j'avais expliqué qu'il était surtout lu par des femmes, et j'avais eu le toupet d'appeler la vidéo les femmes vont-elles détruire la littérature française, un truc comme ça. Je sais plus ce que j'avais mis, mais voilà. Et je terminais quand même en recommandant Marguerite Yourcenar, Agatha Christie, je sais plus ce que j'avais recommandé, peut-être Albertine Sarrazin, je sais plus ce que j'avais dit exactement, mais voilà, des femmes avec du talent quoi. Et il y avait une de tes collègues, je sais même plus son blaze, je crois même qu'il y en a deux sur Insta, qui avait décidé de se fendre d'un petit réel, mais full mauvaise foi, j'ai pas vu la vidéo et j'ai rien compris, pour me répondre. Donc si tu veux, bon, il y a quand même un peu de clash et un peu on sent qu'il faut pas aller dans leur précaré quoi. Disons que j'avais un peu l'impression d'être tombé dans un traquenard avec ça, et surtout elles m'ont jamais, courageuses mais pas téméraires, elles m'ont jamais envoyé leur production, elles ont jamais cherché à avoir des échanges là-dessus, voilà, elles ont juste décrété qu'il fallait et je crois que c'est les vidéos qui ont le plus buzzé de leur médiocre compte sur les réseaux, voilà, ça c'est dit. Trop bien, je suis curieux que tu m'envoies ça off caméra. J'essaierai de retrouver, je sais même plus comment elle s'appelle, mais c'est en fait honnêtement je passe pas beaucoup de temps à scroller
troller sur Insta. Donc c'était mon frère qui avait repéré ça et qui m'avait envoyé ça. Et je lui redemanderai parce que lui le connaissant, il a dû sauvegarder dans un coin en sachant que je lui redemanderai un jour. Voilà. il sait que je lâche rien. À ton avis, Martin, c'est quoi la vidéo la plus désastreuse qu'a fait le Hussard de toute sa carrière youtubesque pour l'instant? À chaque fois, le mec essaie de me mettre dans la merde, c'est terrible. Attends, la plus désastreuse. Moi, je peux te dire mes préférés. Je regarde pas les choses dans cet angle-là. Bah voilà, lui c'est avec positif, tu vois. Il est pas dans l'antagonisme comme ça. C'est pour ça qu'à la rentrée, j'animerai le podcast avec Martin et pas avec toi. Voilà, c'est ça la vérité. Tu te rends compte du déchirement que pose cette question à un Suisse? Exactement. En plus, un homme neutre, voilà, qui est doux comme le chocolat. Franchement, moi, j'ai rien vu de désastreux en tout cas. Bah mais voilà. Si t'as une réponse à cette question, moi, je suis curieux. Non, mais je sais qu'il y a des trucs sur lesquels on n'est pas toujours d'accord. Tu vois, typiquement, je trouve qu'il est un peu sévère avec Welbeck. Il y a des fois où je suis un peu, tu vois, je me dis quand même, il exagère. Alors en plus, dans la vidéo sur Welbeck, j'avais fait une take qui s'est avérée être pas du tout constructive puisque j'avais taclé le fait que Welbeck avait aucune vista politique, ce que je crois toujours, en prenant un exemple qui est devenu très malheureux, qui est que il dit dans Soumission que François Bayrou devient Premier ministre, ce qui était hautement improbable. Et je pense que Welbeck lui-même n'y croyait pas quand il a fait le bouquin. Mais bon, en fait, on vit tellement dans une simulation en bout de course qui joue sur ces derniers octets non, mais de c'est RAM, le Gorafi, quoi. en fait, voilà, ouais, c'est ça. En fait, la France. D'ailleurs, c'est une question peut-être Martin, toi qui es suisse. Quelle image de la France renvoie à l'étranger? Est-ce qu'on passe vraiment pour des bozos ou est-ce que ça va, les apparences sont encore maintenues? J'ai peur d'avoir deviné. Tu veux que je réponde à la question? Vas-y, réponds à la question. Dis les termes aux abonnés français qui se berceraient encore d'illusions. Oui, surtout en ce moment là, c'est devenu un. C'est devenu une émission de télé-réalité, quoi, un peu, pour nous. Enfin, écoute, on va travailler 2 jours, 2 mois, mais ça sera pour sauver la France, d'accord? Ouais, mais t'inquiète pas, vous allez renverser ce gouvernement avant que ça se mette en place. Franchement, je crois que tu trompes. Les Français de 1789 sont plus les Français de 2024 ou 2025. Aujourd'hui, les gens sont vraiment dans une soumission. Et après, dans l'histoire de France, il y a eu plein de moments où on croyait que c'était foutu et où on s'est repris en main. Tu sais, il y a une fameuse phrase je crois que c'est en 1847, t'as Lamartine qui dit la France s'ennuie, parce qu'en fait tout le monde attendait une révolution mais elle venait pas, et après l'année d'après c'était 1848 et les choses ont pété, mais j'avoue que je le sens pas trop comme ça, parce que la plupart des gens aujourd'hui sont vraiment en fait bassement résignés, et en même temps ils sont un peu confis en France dans une haine du succès, une haine de l'argent, en fait quelque part ils se sont accrochés à leur malheur comme étant constitutifs d'eux-mêmes, et quelque part ils ont pas très envie de bouger. Enfin, c'est l'impression que ça me donne. Je sais pas si Mos tu seras d'accord avec moi, mais oui, moi je vois aussi cette résignation, et aussi les gens perdent de vue les problèmes d'ensemble, en fait. Moi, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment fasciné sur ce débat-là. C'est-à-dire que, il y a eu, peut-être tu as suivi, Martin, quelques annonces de notre Premier ministre qui nous a dit qu'on était à 2 doigts de faire comme la Grèce, mais que on allait sauver les meubles en faisant quelques petits ajustements. Et les petits ajustements en question, en réalité, c'est une diminution du rythme de hausse de la croissance de la dette, ou un truc comme ça. Enfin, genre, ça n'a aucun sens. Oui, alors tu l'as étrangement bien dit, hein, parce que moi j'avoue j'aurais pas été capable de le sortir sans bafouiller ce truc. Non, mais il nous a sorti des formules qui étaient des oxymores ambulants, en fait. Enfin, c'était tu sais, c'était la grosse gidouille qui arrivait pour te faire les fouilles et qui sortait des oxymores les uns après les autres pour t'expliquer que on va faire un plan pluriannuel de réduction programmée, planifiée, de je sais pas. Non, mais déjà quand ta plan est planifié, tu sais que t'es avec un communiste et que donc l'économie elle est passée en apnée. Tu sens que ça va pas être bon. Et de tout ça, enfin bref, moi mes collègues ils ont juste retenu le 8 mai quand même, est-ce que c'est pas un peu trop symbolique comme date? Et en fait c'est tout, genre littéralement, enfin moi à la machine à café, le débat s'est transformé en ouais mais le 8 mai c'est pas un peu symbolique quand même cette date? Et je me disais mais attendez les gars, on est en train de vous annoncer que potentiellement vous faites faillite comme la Grèce, ça veut dire globalement tout le monde perd son taf, moins 30% sur à peu près tout, le SMIC, les retraites, il y a plus de à peu près n'importe quel service public, et tout ce qui vous préoccupe c'est de savoir si c'est symbolique. Et il y avait un côté à la fois très français et en même temps très suranné et un peu irréel en fait de les gars qui vivent dans un passé où ils peuvent se préoccuper de savoir tiens mais au fait est-ce que c'est symbolique mais tu sais à quoi ça me fait penser? Moi ça me fait pas penser à un bouquin, mais ça me fait penser au film Ridicule. Tu vois ce film Mos, tu l'as vu ce film toi Martin, le film Ridicule? Je le google là. Ouais, présente-le peut-être tu peux vérifier, mon cher Hussard. Ouais, je présente vite fait. En gros c'est l'histoire
l'histoire d'un, c'est une comédie, mais c'est quand même très grinçant, qui date des années 90 ou 2000, je sais plus exactement. Et en fait, ça se passe à Versailles sous le règne de Louis XVI. Et en fait, c'est un marquis de province qui est un type très intelligent, qui a un plan pour construire un barrage qui assainirait complètement une vallée dans laquelle les gens meurent à cause du paludisme, en fait, concrètement. Et il monte à Versailles en expliquant clé en main comment on peut arranger la situation. Et en fait, il n'arrive pas à se frayer un chemin jusqu'au roi parce que tout est gangréné par des administrations, par des petits privilèges. Des petits marquis qui font des antichambres avec des attentes interminables. Voilà. Et en fait, le seul moyen de passer et d'avoir des passes droits, c'est d'être bien introduit. Et pour ça, il faut faire des bons mots. Et il découvre qu'il a un don pour faire des bons mots et pour punchliner les mecs avec les codes de la cour. Et en fait, du coup, il se ferait un chemin là-dedans. Mais même comme ça, c'est compliqué, première chose. Deuxième chose, il se retrouve mêlé à des intrigues qui ne l'intéressent pas du tout. Lui, il est juste là pour un barrage à la base. Et puis, troisième chose, est-ce que ça le dénature pas un peu au fur et à mesure qu'il progresse dans l'ascension? Donc, c'est à la fois drôle, à la fois grinçant. Et ce que ça montre, ce film, c'est qu'il y a des systèmes en bout de course et qu'à un moment donné, des gens même qui auraient compris exactement ce qu'il faut faire ne peuvent pas le faire parce que l'appareil est construit d'une manière qui les empêche d'y arriver. Et c'est quelque chose qu'on retrouve un peu chez Kafka aussi, par exemple, dans Le Château, tu sais, il veut juste aller au château et en fait, il n'arrive jamais à y accéder. Mais sauf que là, c'est chez Kafka, c'est très onirique. Dans Ridicule, c'est vraiment crispant. En fait, on est tout le temps entre le rire et la crispation parce que on se dit, mais putain, mais est-ce qu'à un moment donné, il va arriver à le faire, son foutu barrage? Et faut voir la fin du film pour comprendre, mais il va se passer beaucoup de choses. Voilà. Ça donne envie, en tout cas, pour faire critique de cinéma aussi. Bah, oui, mais je crois qu'il y en a déjà 150 000 sur YouTube, donc si tu veux, c'est un peu... Et c'est pas forcément ceux qui ont les takes les plus intéressantes, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Bah après, t'en as des bons et t'en as des moins bons, et puis t'as des gens qui sont bons dans certains domaines et mauvais en politique, parce qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui se mêlent de faire de la politique explicitement au bout d'un moment, tu vois, et ils deviennent uniquement des politiciens. Ils parlent plus de leur art ou du domaine dans lequel ils avaient des choses à dire au début. Et ça, c'est un phénomène un peu terrible. Voilà. Je crois que sur Instagram, il y a pas trop ça, par contre, pour le coup, ça va. Non, pas pour l'instant en tout cas. Ouais, bon, pour l'instant, t'es pas mal. Bon, puisque on va avoir certainement une révolution l'année prochaine et une rentrée très très mouvementée, est-ce que, messieurs, vous auriez quelques conseils de lecture pour les vacances à donner? Et puis après, à la rentrée, on fait un terreau surprise et on vérifie que tout le monde a bien lu dans l'auditoire. Alors attention. Je laisse Martin commencer parce que d'une part, c'est notre invité, et en plus, j'ai l'impression qu'il se penche pour attraper littéralement une pile de 800 livres. Attention. Alors ça, c'est le prof qui vient juste d'avoir son diplôme, tu sais, qui est sauvage avec les élèves, il leur met des devoirs de vacances, frérot. Il y en a pour 16 jours de devoirs alors qu'il y a que 15 jours de vacances, tu vois. Il est cruel. Ah, je sais pas, je pourrais dire plein de choses, mais pourquoi pas commencer avec un peu de poésie? C'est vrai qu'on en parle pas souvent de la poésie, et pourtant ça peut être très sympa. Ouais. Récemment, c'est un belge en plus que tu nous as sorti là. Ouais, belge. En plus, comme ça, ça en fait un lien avec tout, tu vois, le premier partenariat. Donne les noms parce que je pense que les gens ils voient pas l'image en fait. Ouais. Je l'ai y arrivé. Moi, j'ai beaucoup aimé Émile Verhaeren, si on dit comme ça, Émile Verhaeren. Ouais. J'ai toujours un peu de la peine avec son nom. Ça se dit Verhaeren? Je me suis toujours posé la question justement. Ouais. Verhaeren? Parce que je sais pas justement, c'est quelque chose que je devrais creuser. Ouais, parce que je l'avais croisé parce qu'il avait été pote avec Stéphane Zweig, si j'ai pas de bêtises. Et en fait, je me disais qu'avec Zweig, il faisait vraiment la dream team des équipes où on peut pas prononcer les noms. Ouais, encore Zweig, ça va encore, je trouve, mais c'est vrai que Verhaeren, c'est galère. Et en fait, effectivement, il était pote avec Zweig, tu vas pouvoir le retrouver notamment dans Le Monde d'hier, sauf erreur, il y passe vite fait. Et aussi, Zweig a fait une biographie de lui aussi, comme il a fait la biographie de Magellan, de Marie-Antoinette, etc. Donc tu pourras en apprendre plus sur ce monsieur. Et son recueil s'appelle Les campagnes hallucinées et les villes tentaculaires. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, pendant très longtemps, les poètes, ils ont parlé de la nature, ils ont parlé de l'amour, des arbres, de l'aurore, plein de choses comme ça. Lui, c'est un des premiers poètes qui va vraiment s'adresser à la ville. Il va parler de la ville, il va parler de la révolution industrielle, il va parler des routes, il va parler des lumières qui ne s'arrêtent jamais, il va parler de la fumée des cheminées, du mouvement incessant des passants, des voitures, de la manière dont les villes s'étendent sur la campagne et mangent petit à petit en fait tout le terrain des pays où elles se trouvent. Et c'est vraiment un poème un recueil de poésie qui parle magnifiquement bien de la ville, un sujet qui était très nouveau à l'époque. Donc ça, c'est vraiment très beau, ça se lit très bien, et je trouve que c'est justement pas trop difficile d'accès. Donc parfait pour commencer. C'est assez bref en plus. C'est assez bref. C'est vraiment pas mal. Ouais, c'est vraiment pas mal. Et écoute, c'est un très bon petit conseil. Moss, qu'est-ce que tu veux nous recommander à part du Xénophon? Moi, j'aurais tendance à recommander Amer de Saint John Perse, parce que... Oh non, pitié, pas ça. Encore un sujet sur lequel on n'est pas d'accord. Aujourd'hui, il a envie d'en découdre. Non, j'ai pas envie d'en découdre, mais parce que en fait, c'est la baignade, c'est l'été. Il y a des vagues qui clapotent au loin, tu vois. Et là, j'imagine un petit voilier, et puis vous êtes tranquille
tranquillement en train de lire un peu de poésie, et je trouve que typiquement ça se prête assez bien à ça, Saint John Perse. Ça se lit à voix haute, ça se lit pas uniquement avec les yeux, et ça se prononce, et j'imagine le petit chant des cigales derrière, et puis lire du Saint John Perse, super, très très bon moment en perspective. Sinon, je sais pas, dans les autres choses, dans les essais que j'ai lus il y a pas très longtemps, que j'ai trouvé très bien, il y a l'essai de Samuel Fitoussi là sur pourquoi les intellectuels se trompent. Je l'ai trouvé vraiment très sympa, très agréable à lire, très frais, plein de bonnes petites anecdotes et de références sympathiques. Voilà, enfin sinon vous pouvez passer aux éditions Karma, on a de quoi vous nourrir. Oh le forceur, le fameux placement de produit. Mais non, mais franchement, peut-être aussi vous pouvez relire des classiques. Moi je crois que je t'avais dit une fois ça dans un autre podcast, mais je m'étais instauré quand j'étais gamin une espèce de rituel où tous les étés je relisais Le Petit Prince. Quand j'étais j'avais entre 6 et 12-13 ans, et j'ai fait ça peut-être 6-7 étés d'affilée, et franchement c'est à chaque été je le relisais avec des yeux un peu différents, et donc ça c'est peut-être plus pour nos jeunes auditeurs. Vous pouvez prendre un livre que vous aimez bien et le relire un peu tous les ans, et vous verrez, votre lecture aura changé d'une année sur l'autre en fait, parce que vos yeux auront changé aussi. Ouais, c'est vrai. Et tu sais, pour rester un peu dans la poésie, il y a un truc que moi j'ai lu plusieurs étés et que je recommande. En plus, c'est très court aussi et ça match avec la poésie. C'est du Khalil Gibran. Tu sais, Le Prophète et le Jardin du Prophète. En fait, c'est vachement bien parce que c'est mi-onirique, mi-romanesque, mi-poète. Enfin, du coup, c'est des tiers, c'est plus des demi, mais t'as compris. Et en fait, comme chaque chapitre est une petite réflexion assez imagée, assez parabolique sur, par exemple, ça peut être la famille, le travail, l'honneur, la ville, l'argent, l'amour, enfin voilà. Tu as un regard qui évolue dessus d'été en été. Donc c'est un bon petit bouquin. C'est court, hein, c'est plus court que ton cher manifeste du Parti communiste, mais c'est vraiment un chef-d'œuvre. Khalil Gibran, c'est un mec qui a une vie assez incroyable. Il était libanais, il est mort aux États-Unis. Il a vécu la plus grande partie de sa vie aux États-Unis. Je crois même que ça a été rédigé je sais pas si c'était rédigé en anglais ou pas, mais je crois que oui, Le Prophète. Et en fait, il a fait ce petit recueil qui s'appelle Le Prophète, et ça a eu tellement de succès qu'il a adjoint une suite qui s'appelle Le Jardin du Prophète, qui est une espèce de deuxième version pas une deuxième version, mais une suite directe de ce qui se passe dans le premier. Donc ça, c'est vraiment un texte que tu peux lire rapidement et qui effectivement rythme bien l'été. Je trouve que c'est assez sympa. Et il y a un autre truc que je trouve qui va bien avec l'été. Alors je sais pas, mais je crois que j'ai été matrixé par une scène de la série Mad Men où il est sur la plage en train de lire la Divine Comédie de Dante, et je sais pas, je trouve que ça match extrêmement bien. C'est peut-être le côté méditerranéen, italien, vibe, etc. Mais je trouve que s'il y a un moment pour lire ou relire la Divine Comédie, ça pourrait bien être l'été, surtout que c'est vraiment un texte qui te lâche pas et qui te demande beaucoup, donc en fait autant avoir du temps à lui consacrer, c'est pas mal, sinon tu peux être un peu frustré. Je pense que ça peut être bien, voilà, pour citer un peu deux références de poésie. Peut-être aussi des textes un peu plus longs, genre typiquement je crois que j'avais lu Guerre et Paix pendant un été. C'est le genre de truc, j'aurais jamais le temps de le lire pendant l'année, entre les impératifs du boulot. Mais tu veux que je te dise, lisez La Grève d'Ayn Rand, puisqu'on parlait d'une rentrée qui allait être extrêmement difficile. Là, c'est l'occasion de le dire. Lisez La Grève d'Ayn Rand, ce bouquin qui change votre vie, qui change votre rapport à l'argent, qui change votre rapport à la démocratie, qui change votre rapport à tout. En fait, il y a un avant et un après avoir lu ce bouquin. C'est comme une conversion intellectuelle, tu vois. Donc, je recommande, et t'as raison, c'est aussi le moment de lire des gros pavés. Voilà. La Chartreuse de Parme aussi, ça peut être bien pour ceux qui veulent un truc moins politisé. Très d'accord pour les gros pavés, surtout Guerre et Paix, c'est vrai que c'est absolument magnifique. Et je soutiens tout à fait cette idée aussi de lire des classiques et notamment des pavés. Là, je suis en plein dans les relectures la relecture. Le gars qui dit qu'il fait des relectures, mais pas du tout, il y a plein de trucs. Ouais, t'as vu, on relit toujours. Ah, ça, c'est tellement c'est classique chez tous les littéraires de dire je relis machin. Non, arrêtez, vous le lisez pour la première fois. Ouais, mais tu sais que c'est détestable, ça me fait marrer parce que je viens de faire une vidéo cet après-midi là en fait, et c'est peut-être pour ça que je fais une vanne en fait avec tous les gens qui relisent La Recherche. Ah oui. C'est genre t'as déjà lu 2 fois La Recherche, genre déjà tu l'as fini, et genre tu vas la relire alors que t'as pas 30 ans. Genre tu peux citer tous les livres dans l'ordre déjà, tu vois, si tu veux, il y a plein des gens s'arrêtent là. Je te jure. Et tu vois, je pense qu'avoir édité la vidéo, ça m'a remis le mot dans la tête, mais voilà, je suis en train de lire du coup La Reine Margot, que j'avais pas lu quand j'étais au lycée, et finalement en fait j'adore, même si ça me semblait sec à l'époque. Je trouve ça génial maintenant, et je pense qu'il y a plein de livres comme ça qui te parlaient pas forcément quand t'avais 16-17 ans,
maintenant, allez les voir dans votre petite bibliothèque chez vous à la maison, des livres que vous avez peut-être oubliés et laissés de côté, parce que je pense que vos prochaines aventures littéraires, finalement, elles sont souvent déjà chez vous. Ouais, j'avais un collègue une fois qui m'avait dit un truc que j'avais trouvé très beau et très juste. Il m'avait dit une bonne bibliothèque chez soi, c'est pas une bibliothèque dans laquelle on a tout lu, c'est une bibliothèque dans laquelle on peut toujours trouver un truc à lire, peu importe son état d'esprit et son temps dont on dispose. Absolument d'accord. Voilà, je pense qu'on peut pas dire mieux les choses. Je sais pas si c'était lui ou s'il l'avait lu quelque part, mais en tout cas c'était très bien dit, je trouve. J'avais fait une vidéo moi où je comparais une bibliothèque à une cave à vin. C'est-à-dire que t'as des bouteilles que tu vas les acheter pour les boire tout de suite, t'as des bouteilles que tu dois laisser vieillir pendant 10-20 ans, tu vas même des fois oublier, tu vas rouvrir et tu vas te dire waouh, en fait c'est exactement ce qu'il me fallait pour ce plat-là, pour ce problème, pour cette idée, pour cette envie. Et c'est vrai que je trouve qu'avoir ta bonne bibliothèque avec, comme tu dis, tout ce qu'il faut dedans, c'est comme avoir ta propre librairie chez toi finalement. Tu seras jamais à court de bonnes idées ou tu seras jamais à court de bonne lecture et ça c'est... moi personnellement ça m'angoisse. T'as pris l'image très belle de la cave à vin qui s'améliore, mais on pourrait prendre une image de la finance aussi parce qu'il y a un côté investir aussi quand tu choisis des livres et que tu les lis pas tout de suite. Et parfois ça vieillit mal. C'est ça que je veux dire. Il y a un côté collectionneur aussi. Parfois tu te dis, peut-être tu peux être ébloui par un livre à un certain moment de ta vie et tu le relis après et tu te dis mais qu'est-ce que c'est que cette merde, comment j'ai marché dans ce truc à un moment donné. Et tu vois, tu peux tomber sur des trucs comme ça ou même des sujets. Tu te dis attends, ça je le lirai plus tard et en fait quand tu le lis tu t'aperçois que c'est assez creux finalement et que ce que tu avais pris pour de la grandeur n'était que de la complexité, que du bruit en fait, qui t'était jeté devant le nez quand t'étais plus jeune. Carrément. Mais ça marche avec du vin aussi parce que une bouteille de vin tu peux la garder trop longtemps. Oui, c'est vrai qu'elle peut mal vieillir. Carrément mauvaise. Ouais, c'est ça. Ça c'est des gens qui s'y connaissent, hein. Voilà, qui ont des bons palais et tout. Bravo à eux. Qu'est-ce que t'as retenu toi du monde de la finance, parce que j'ai l'impression que du coup t'en fais plus du tout, mais il y a des skills que t'as gardés, des skills qui sont transférables en littérature ou transférables en littérature, je sais pas, mais je pense que de manière générale, ce que tu retiens, c'est vraiment le courage de lancer une activité, comment la structurer aussi, réfléchir de manière un peu plus stratégique, savoir en fait calculer qu'est-ce qui te coûte quoi vraiment, tu vois, en fonction du temps aussi, savoir quand est-ce que tu dois outsourcer quelques parties de ton travail parce que en fait c'est pas forcément toujours la peine que tu fasses tout toi, savoir un peu estimer qu'est-ce que ça devrait être ton salaire horaire, savoir estimer ou savoir comment lire un contrat par exemple, ou savoir négocier un prix, enfin plein de choses comme ça. Je pense c'est plus une boîte à outils un peu de l'entrepreneur que j'ai du soft skill, on va dire. Du soft skill, du hard skill à certains égards, mais je pense que c'est plus l'idée d'analyse et de planification et de négociation que j'ai pas mal gardé. Et j'ai remarqué quand même que et c'est un compliment que je te fais, hein, mais t'as un état d'esprit qui est pas celui de beaucoup de créateurs sur internet et je pense aussi sur Instagram en particulier. C'est-à-dire que t'es quand même très énergique, t'as très avec beaucoup d'allant, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'ouverture d'esprit et tout. Et peut-être que c'est aussi, alors peut-être que c'est pas forcément la finance en tant que telle, mais le fait que tu viennes d'un secteur d'activité qui est très extérieur au livre et que du coup t'aies une vision un peu ouverte, alors que un créateur de contenu qui aurait strictement fait, je sais pas, une licence de lettres modernes et qui ensuite serait parti grenouiller dans un master de je sais pas quoi, aurait pas forcément la même approche de la chose et de sa vulgarisation. Enfin, c'est une pensée comme ça, mais je sais pas ce que t'en dis, mais il me semble qu'il y a quelque chose de cet ordre-là quand même. C'est clair qu'en fait, comme tu dis, il faut pas oublier que je viens pas du tout de ce milieu et en fait, tout ce que j'explique dans mon compte, c'est des choses que je m'explique avant tout à moi. C'est-à-dire que les mouvements que je vulgarise, les livres que je vulgarise et tout, c'est toutes des vulgarisations que je me suis fait il y a quelques heures à moi-même, tu vois. Et en fait, c'est toujours quelques heures. Je partage mon apprentissage. Et c'est toujours quelques heures où tu... Ça t'arrive d'avoir un syndrome de l'imposteur où tu te dis non mais je suis pas légitime pour parler de ça, c'est trop compliqué pour moi, je suis pas assez érudit. Pendant très longtemps, je me suis dit mais je suis l'imposteur, je ne connais rien, je me fais assassiner par la plupart des gens qui auront fait lettres à la Sorbonne. Si tu savais le niveau, c'est vraiment, je pense que tu leur mets une race aujourd'hui. Peut-être. Mais je pense que c'est peut-être le cas quand il faut écrire une disserte, tu vois. Là, j'ai pas forcément les codes et je l'ai pas beaucoup fait, en tout cas pas en lettres. Mais quand il s'agit de vulgariser, d'expliquer, de donner envie, c'est peut-être justement quand t'es pas expert et que t'as dû l'apprendre toi-même et que t'as vu les galères que c'était d'apprendre toi-même, de découvrir des livres pour la première fois, de pas savoir dans quel ordre faut lire les livres, est-ce qu'il faut lire siècle par siècle, est-ce qu'il faut prendre des notes, est-ce qu'il faut annoter, est-ce qu'il faut comment est-ce que je range mes livres et tout. Enfin, toutes ces questions que tu t'es posées tout seul dans ton coin, pour lesquelles t'as dû chercher des réponses. Au final, il y a plein de gens qui se les posent aussi et je pense que ayant galéré toi, tu seras plus à même à aider les personnes qui étaient là où tu étais, tu vois. Ouais, c'est pas mal, ouais, effectivement. D'ailleurs, tu annotes tes livres aujourd'hui ou vraiment tu fais de la lecture continue sans jamais... Non, j'annote clairement. Ah, toi t'annotes. Donc c'est un truc de Suisse. Sinon, parce que Raph la cartouche, il annote aussi. Hein, donc moi, je vois une récurrence qui se dessine. Alors que moi, j'annote pas.
juste que... Mais je sais, j'avais vu ça et tu disais que si on n'en notait pas, on n'avait pas une assez bonne mémoire. C'est peut-être vrai. Moi, j'ai pas une assez bonne mémoire pour le coup. Écoute, je peux te lire un livre vraiment et si je dois en parler ne serait-ce qu'une semaine plus tard et que je dois écrire un truc dessus, je vais retenir les idées principales forcément, mais il y aura forcément plein de passages ou plein de phrases qui m'auront échappé et j'aime bien vraiment avoir des petites coches dans le livre pour pouvoir les récupérer rapidement et puis pouvoir me remémorer le livre. Tu sais, juste si tu lis, même si tu le lis par exemple 2 ans après, tu relis toutes tes annotations, ça te prend 5 minutes, mais tout d'un coup le livre il est très clair dans ta tête. Ouais. Chose qui est impossible pour moi si je l'ai lu et qu'il n'y a pas d'annotation, je le retrouve 2 ans plus tard, mais je ne me souviens de rien. C'est vrai, parce que bien peu de choses. Parce que moi, tu vois, il y a des livres que j'ai lus il y a 10 ans, je me souviens globalement de quoi ils parlent, je les reprends, je les feuillette et genre je vais pas faire le mec, je vais pas te dire en 2 secondes, mais en quelques minutes, j'ai retrouvé, je dirais 85-90% de ma compréhension du texte, tu vois. Ben, t'as une meilleure mémoire que la mienne et je t'en félicite. Moi, j'arrive pas. Je sais pas toi, Moss, mais. Écoute, non, mais je sais pas, je pense que c'est des dispositions de caractère. Moi, j'avais dit, j'ai plutôt une mémoire correcte, mais je compte sur ma mémoire pour faire le tri, en fait. Compter sur sa mémoire, pour faire le tri, c'est pas mal aussi, ça. Je sais que, par exemple, c'est ça aussi, t'as 2 écoles. T'as des écrivains qui te disent, il faut toujours avoir un carnet sur toi et noter les bonnes idées et noter les bribes de phrases et tout, parce que sinon tu les perds et puis elles reviendront jamais. Et t'as Stephen King qui dit, non, pas du tout. Note pas tes idées parce qu'une idée qui part, c'est que c'était pas une bonne idée. Il y a vraiment 2 écoles et je pense que c'est... Ouais. Je suis plutôt de cette deuxième école, moi, perso. Moi, j'arrive pas. Donc voilà, j'ai dû trouver les outils pour pallier à ce manque, on va dire. Après, moi, j'aurais une vision, je réfléchis un peu, mais j'aurais une vision un peu nuancée par rapport à... Enfin, un peu entre les deux pour une fois, sur le truc qu'on vient de dire là, sur Stephen King et les rapports aux idées. C'est qu'en fait, je trouve qu'une idée qui revient et qui s'impose d'elle-même, c'est une idée majeure. Mais parfois, une idée majeure, pour exister, a besoin d'idées mineures autour d'elle. C'est-à-dire que, par exemple, t'as une idée majeure qui va être le grand thème d'un roman, mais t'as besoin d'une idée mineure qui pourrait être, par exemple, la figure d'un personnage ou un arc narratif secondaire ou un trait saillant de quelque chose ou une sous-intrigue. Et ça peut être pas mal de le noter. Mais c'est vrai que la grande idée se fera toujours un chemin. C'est l'idée moyenne qui a besoin ou la petite grande idée, si on peut dire ça comme ça, qui a besoin d'un petit coup de pouce sur le côté. Quand j'y réfléchis, c'est un peu ça. Si je devais faire un carnet de notes pour des idées de romans, ce serait pas des grandes idées finalement, ce serait plutôt des sous-idées dont j'aurais besoin ou des bribes d'idées, tu vois. Des trucs. Et après, on voit comment on agence les pièces et comment on en met un maximum sans que ce soit indigeste. C'est pas mal. J'aime bien cette nuance. Je crois que je suis assez d'accord finalement. Ouais. Putain, voilà. J'ai résolu l'équation. Je pense que je suis assez d'accord avec ça aussi. Ouais, formidable. Incroyable. Il nous a mis d'accord. Le hussard fait de la nuance, quoi. Exactement. Mais comme quoi, tu vois, en fait, c'est de la frappe chirurgicale. On charge au grand galop, mais tu vois directement dans l'échiquier, tu vois. C'est un circuit court. On approche tranquillement de la fin de ce podcast. Est-ce que Martin, t'as envie de nous parler un peu de projets éventuels que t'aurais devant toi, de comment tu vois la suite des choses, quelles sont tes attentes pour les prochains mois, les prochaines années, des projets littéraires, des choses. Est-ce que t'as envie de nous dire de nous faire rêver un peu, voilà. Écoute, moi je suis tellement conscient que les choses peuvent changer rapidement dans tous les sens en fonction des opportunités qui t'arrivent et tout, que je pourrais pas te dire où je me vois dans 5 ans, comme on pourrait te poser la question dans un entretien de finance justement. Ouais, tu vas à Dubaï. Oh Seigneur Jésus-Christ, non, pas du tout. Dubaï, j'ai sûr que c'est mort. Mais en fait là, j'ai commencé à vraiment plus me lancer dans l'écriture. Donc j'avais ce premier projet de cahier là qui était rigolo, qui m'a un peu fait les pattes pour le monde de l'édition. Juste avant, j'avais aussi fait une BD sur Bukowski où j'avais aidé un peu à écrire une BD là-dessus. C'était un peu mes premières armes. Et là, je vais faire mon premier livre vraiment en solo sur lequel je suis en train de travailler. On est sur un essai pour commencer. Un essai sur la lecture, est-ce que ça apporte, le pourquoi du comment, un peu essayer d'infuser un peu tout ce qu'il y a sur mon compte en fait, ou pas tout, mais de mettre un peu l'essence et de faire en sorte d'avoir un petit essai court, digeste, sympa, qui se lise vite et qui donne envie de lire plus de livres. On va voir si j'y arrive. Ça, normalement, ça sera chez Grasset en janvier 2026. T'as déjà un titre ou pas encore? Pas encore, non. Là, je suis vraiment en train de jeter mes mots sur la page et c'est à peine si je les arrange, quoi. C'est vraiment, là, je suis vraiment dans les premiers jets, mais ça avance gentiment. Si tu croises Yann Moix, n'hésite pas à le pousser dans les escaliers. Hein. Ou Michel Onfray aussi. Enfin voilà, il y a toutes sortes de parasites. On est plein dans l'équation, tu vois. C'est ça que c'est très global comme maison d'édition. Donc ça, et en fait, j'aimerais vraiment à l'avenir, moi, essayer de me concentrer de plus en plus sur la littérature et l'écriture et de faire en sorte d'automatiser encore un peu plus ma propre production de contenu, tu vois. Par exemple, j'aimerais aussi me lancer sur YouTube, faire des vidéos un peu de plus longue haleine. Mais là, je sais que je commence à avoir besoin d'aide au niveau du montage, au niveau peut-être des fois même de la recherche et tout. Je commence à saturer en fait au niveau du temps, simplement. Mais j'aimerais bien faire en sorte que... C'est très très dur de déléguer le montage. Moi c'est un truc que je voudrais faire depuis longtemps, déléguer le montage. Mais le problème, c'est que les monteurs, ils te demandent des tarifs qui sont complètement fous. Et en plus, après, en fait, quand comme moi, t'as imposé un peu une patte ou un style, le monteur, il a du mal à se couler exactement
exactement dans tes grolls. Et donc en fait, il va faire un truc un peu à côté. Et en fait, j'ai jamais réussi à déléguer le montage. Et en fait, j'ai fini par me faire une raison. Je pense que c'est une des tâches que t'as le plus envie de déléguer, mais qui est une des tâches que tu peux déléguer le plus en dernier. Je pense que ça dépend des gens. Je pense que peut-être te concernant, oui, parce que toi, ton montage est très peut-être. signature et très spécifique et t'as une très forte idée de ce que ça devrait être, alors que peut-être que moi, je serais peut-être moins attaché là-dessus, vu que moi, j'ai des montages qui sont beaucoup plus simples, tu vois. Donc je pense que tout dépend en fait. Ouais, quand tu montes ta tête, effectivement, bah, d'un coup, ça simplifie beaucoup de choses, parce que ta tête étant ta tête, bah, tu montres et ça résout beaucoup de choses, ça allège le montage aussi. C'est une question, moi, c'est pour ça que je te demandais tout à l'heure sur le visage, parce que moi, ça m'intéresse aussi. Je me dis qu'à un moment donné, je pense que je finirais par montrer ma tête, pas forcément pour faire toutes les vidéos ou quoi, mais juste à un moment donné, c'est dans l'ordre des choses, au moins pour certaines vidéos type FAQ, des trucs comme ça. Et en fait, je me demande toujours, est-ce que ça va vraiment apporter quelque chose en termes d'incarnation de la vidéo, en termes de réception auprès du spectateur, ou est-ce que c'est complètement une opération blanche, tu vois. Et j'arrive pas trop à avoir un avis là-dessus. J'ai l'impression que tout le monde pense un truc différent sur ce sujet, tu vois. Ouais, franchement, je pense que c'est à essayer. Tu essaieras, si tu vas détester être devant la caméra et tu pourras plus jamais le faire. Hein, c'est possible, c'est très possible. Pas vraiment à voir, mais ouais. Donc voilà, c'est de déléguer un maximum en fait les tâches où j'ai pas une valeur ajoutée, et puis essayer de plus en plus de faire des choses autour de la littérature. J'ai encore plein de petits projets comme ça à gauche à droite que j'aimerais monter, que ça soit tout seul ou avec d'autres créateurs. Tout est encore j'ai encore plein d'idées et on va voir comment ça se développe dans les années suivantes. Mais en gros, l'idée, ça sera vraiment de continuer à produire du contenu comme je le fais maintenant et d'écrire plus et de pourquoi pas publier mes propres romans, ajouter mes propres briques en fait à cet énorme mur qu'est la littérature française, quoi. Ouais, bah c'est vachement bien. Écoute, si tu veux faire un feat un jour, je te l'avais déjà dit, mais tu seras bienvenu. Avec grand plaisir. Et puis si un jour t'as envie de signer un texte à la Giberne, ce sera aussi avec grand plaisir, parce que je ne doute pas que en fait, tu sais, quand on s'est nourri de très très bons textes très très longtemps, on peut faire des choses oubliables ou des choses moyennes, mais on peut plus faire des catastrophes, tu vois, à un certain niveau, ou alors vraiment c'est qu'on est cortiqué et qu'on a un petit problème de concentration, quoi. Mais normalement ça va bien et les choses se développent. C'est pas toi, Mos, qui m'avait dit on juge l'arbre à ses fruits ou un truc comme ça, et bah en fait voilà. Bah si mais ça c'est une sagesse biblique ancestrale. Ouais, hein, là j'ai rien inventé. Tu vois, il y a un lien de cause à effet qui est quand même indéniable et il est bon de rappeler. Voilà. Nous verrons. Bah moi je trouve ça super intéressant. Tu comptes rester en Suisse ou t'as envie de revenir en France du coup, vu que tu vas éditer en France Voilà, il a tout compris. Il a tout compris. Écoute, là tu vois, il fait un peu chaud. Je vais aller marcher 6 minutes et je vais sauter dans le lac. Donc voilà, parfait. Je préfère sauter dans le lac que la Seine. Ouais, t'as vu qu'on peut se baigner dans la Seine depuis 2 semaines, je crois. Je sais pas encore, j'ai pas encore eu le retour des oncologues sur l'augmentation du nombre de cancers de la peau à Paris, si tu veux, mais disons que je m'inquiète un peu, ouais. Franchement, la Seine, c'est vraiment. Si tu lis Balzac, tu sais, je crois que c'est dans Illusion perdue qu'il y a un moment où ils disent, en gros, qu'il y a tellement de jeunes gens qui viennent à Paris pour faire fortune et qui échouent, qu'en fait, ils ont mis un filet pour récupérer les cadavres en aval de Paris. C'est soit ça, soit dans Les Misérables, je sais plus dans lequel c'est. Je crois que c'est Les Illusions perdues, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Et en fait, quand tu te dis que t'as des tas de gens qui sont morts là-dedans, mais même, je veux dire, je parle même pas de l'époque médiévale où t'avais des batailles, tu vois, des sièges de Paris, des trucs comme ça. Tu te dis, mais en fait, c'est littéralement un charnier. Alors évidemment, l'eau a coulé sous les ponts, c'est le cas de le dire. Mais enfin, quand même, j'irais pas me baigner là-dedans, tu vois. C'est un peu terrible. Je pense qu'ils sont juste à la recherche d'arguments touristiques pour combler la chaleur écrasante qu'il fait à Paris en ce moment. Non, pour répondre à la question plus sérieusement, moi j'aime beaucoup la Suisse. J'aime bien. En fait, l'accès à la nature, c'est assez important pour moi, et au final, je m'y sens beaucoup mieux qu'en France, ou notamment à Paris, tu vois, où il y a trop de monde, l'accès à la nature est plus difficile, faut gérer l'administration française. Enfin, c'est tout. J'adore Paris, hein, je dis pas, hein, j'y vais tout le temps, mais j'aime autant y aller qu'en revenir, quoi. c'est exactement ça. Et je pense que Paris, ça peut être un putain de piège, en fait, au sens où tu y viens en te disant que tu vas t'installer un peu, que c'est pratique pour le boulot et tout, et puis en fait après t'arrives plus à en partir parce que t'es enfermé dans une routine alors que t'as envie d'en partir, et que c'est une ville qui rend facilement malheureux, quoi. T'es tassé dans des petits espaces, il y a beaucoup de monde, tout est cher, Anne Hidalgo a été réélue lamentablement, enfin si tu veux, voilà, on sait plus où on va, tu vois, dans cette ville, c'est terrible. On verra, mais pourquoi pas, si le jour où je serai un auteur très connu, peut-être que j'aurai un petit pied à terre à Paris et que je pourrais venir passer quelques semaines ou quelques mois par année, mais devant Luxembourg, voilà, qui sait.
Ça, c'est des rêves de Suisse, tu vois, parce que nous en France, on dit pas j'aimerais avoir un petit pied à terre, on se dit j'aimerais avoir un appartement familial de 14 mètres carrés. Non, moi je dirais que j'aimerais bien avoir une villa en Suisse justement, si tu veux. C'est le niveau inverse en fait, c'est que quand t'es à Paris, tu rêves de partir. Alors il va falloir que la Giberne c'est pour ça qu'il faut que les gens viennent bien, cet été massivement acheter des livres à la Giberne. En plus, franchement, on a un catalogue qui envoie, c'est magnifique, il y a vraiment des trucs très très bons, et puis les retours des lecteurs sont. Enfin, moi je suis ravi d'avoir toujours tous les jours, j'ai des gens qui m'écrivent pour me dire du bien d'un livre ou l'autre du catalogue, donc ça fait vraiment plaisir. Voilà, n'arrêtez pas, hein, ça me flatte énormément et ça flatte les auteurs, ça leur fait très plaisir aussi. Donc voilà, les gens peuvent passer et puis peuvent se faire plaisir. Et puis peut-être qu'ils peuvent aussi financer ton 14 mètres carrés avec les éditions Carmin, comme ça tout le monde est content. Et ben voilà, tout le monde est content. Merci messieurs pour cette discussion qui était vraiment très agréable et pour cette découverte et rencontre humaine aussi, parce que alors contrairement à toi le Hussard, je n'avais jamais eu l'occasion d'interagir avec toi Martin, donc vraiment j'ai passé un très bon moment et j'ai trouvé ça super. Enfin vraiment, garde cet enthousiasme et cette motivation qui t'anime pour partager un petit peu ce que tu apprends sur ta route. Je mettrai le lien de l'Insta de Martin en description de la vidéo pour ceux qui regardent le replay sur YouTube. Donc comme ça, si vous voulez aller voir, sinon c'est La Nuit sera mot au pluriel. Est-ce que tu veux nous expliquer d'où vient ce blaze d'ailleurs? Est-ce qu'il y a une raison particulière ou pas du tout? Ouais, c'est ça exactement. La première question on a oublié l'évidence. C'est tout simple en fait. De base, je voulais faire un truc avec Romain Gary et j'avais mis la promesse d'un livre de base. Sauf que je crois qu'il y avait un autre compte qui s'appelait La Promesse des Livres qui m'a très vite écrit en me disant que c'était mort, que le nom était déjà pris et qu'il fallait que je change. Moi, avec mes 50 abonnés, je me suis dit bon, pas le moment de fâcher quelqu'un, je suis personne ici. Et à ce moment-là, je lisais La Nuit sera calme, de Romain Gary, cette interview qui se donne à lui-même, un livre très sympa d'ailleurs. Et je me suis dit bon, La Nuit sera calme, La Nuit sera mot, ça va passer pour le moment. Et j'ai pas changé depuis. Maintenant, c'est trop tard. Voilà, c'est sur un malentendu, mais c'est vrai que ça va souvent très très vite. Moi, c'est comme quand j'ai décidé d'appeler ça le Hussard, hein, ça s'est fait en une demi-heure de réflexion, un truc comme ça. Hein, donc c'est pas allé. Oui. Je voulais le Hussard sur le toit, les Hussards noirs de Peggy, un truc un peu énervé. Je voulais aussi bien, un truc un peu militaire napoléonien. Voilà. Puis puis il y avait le mouvement des Hussards avec Nimier, tout ça, le Hussard bleu, tout ça. Donc je trouvais que ça jonglait pas mal. En fait, le gros de ma réflexion, ça a été de savoir si je mettais un adjectif ou un complément du nom après le Hussard. Et finalement, on a gardé la version vanilla. Je trouve très bien. Voilà. À Paris, il n'y a pas beaucoup d'espace. Voilà, faut être vrai, mais je trouve très bien parce qu'en plus tu peux jouer avec des charges, des mots comme ça un peu où tu attaques dans tes vidéos et je trouve que ça colle parfaitement bien. En plus de la référence littéraire. Ça n'était même pas pensé. Ça c'est de l'inspiration, disons divine, si on peut dire, parce que tout ça s'est construit en fait rapidement, mais n'a pas été pensé explicitement dès le début. Tu vois, c'est ça la magie du truc. Alors que moi, je lis rarement la nuit, tu vois. Donc c'est un certain mensonge. Ok, d'accord. À 6h du mat, c'est la nuit, hein, si tu veux. Hein, ça compte. Bon, écoute, Martin, encore un grand plaisir. Tu reviens quand tu veux. Après les vacances, parce que là, on va faire une petite pause dans les podcasts. Moi, ça a été aussi un plaisir d'animer ça tout au long de l'année avec toi. Franchement, les gens ont été de plus en plus nombreux à nous écouter, à revenir. Chaque fois qu'on allait quelque part, toi et moi, on avait des gens qui venaient nous parler et nous dire putain, j'adore les podcasts que vous faites, j'aime bien ce que vous faites. Ah, j'en ai écouté, c'est sympa, machin. Donc, voilà, ça fait plaisir de voir qu'il y a un public qui est demandeur et puis qui a aussi envie de poursuivre parfois avec Carmin, avec la Giberne, avec nos chaînes YouTube, avec nos autres productions. Donc ça fait vraiment très très plaisir. Je souhaite un très bel été à tous ceux qui nous écoutent. Voilà, peu importe le moment où vous écoutez ou réécoutez cet épisode. Et puis on se retrouve à la rentrée avec des beaux projets. Franchement, faites le plein d'énergie cet été. Lisez des bons livres, mais faites le plein d'énergie aussi parce qu'à la rentrée, ça va démarrer très très fort. Voilà, vous n'êtes pas prêts. Hâte de voir ça. Bon été à tout le monde et reposez-vous bien et à la saison prochaine. Allez, salut tout le monde.